avec nous aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Florence Presson, maire adjointe de la ville de Sceaux en charge de la transition. Bienvenue à vous. Nous accueillons ensuite Monsieur Lionel Benarous, qui est le maire de la mairie des Lilas. Bienvenue et merci. Nous avons ensuite Monsieur François Pellegrin, qui est le président fondateur d'Archineuve, architecte et urbaniste, et surtout président d'honneur de l'UNFA. Bienvenue également. Et le meilleur pour la fin, Monsieur Patrice Arditi, qui sera notre animateur aujourd'hui et qui est journaliste animateur télé. Je vous laisse prendre la parole, Monsieur Arditi. Merci. Bon, le monsieur, il était en trop. Patrice, c'était bien. Je ne sais pas si ça fonctionne ou pas. Ça fonctionne bien? Ok, d'accord. Alors bonjour. Nous sommes effectivement aux côtés de François Pellegrin. Caroline vient de les citer. Nous avons deux professionnels, mais qui sont deux élus. Florence Presson, donc la maire adjointe de Sceaux, et Lionel Benarous, le maire des Lilas, deux villes moyennes. Sceaux et les Lilas, avec une population qui oscille entre 20 000 et 23 000 habitants. On aura l'occasion de parler de cette population, parce que personne ne se ressemble d'ailleurs dans ces deux villes, comme dans d'autres villes, mais c'est pas relativement courant. Il y a la proximité avec Paris pour les deux, même s'il y en a une qui est un petit peu plus, je parle des villes, il est un petit peu plus proche de la capitale que l'autre. Alors, on va parler effectivement de ces villes moyennes, qui interpellent évidemment un certain nombre d'élus. On vient d'en parler, mais également de collectivités locales, territoriales, et bien sûr d'architectes qui, lorsqu'on les fait intervenir dans ces villes moyennes, sont confrontés à un certain nombre de problématiques. Alors François Pellegrin, vous êtes président d'honneur de l'Union nationale des syndicats français d'architectes, vous êtes membre actif du plan bâtiment durable, du club de l'amélioration de l'habitat, mais également président d'honneur d'Archineuve. Archineuve, le mouvement des architectes et de leurs partenaires pour le développement de l'innovation. Archineuve, très particulièrement intéressé par ces relations étroites que peuvent avoir un certain nombre de villes avec leur patrimoine et les différentes architectures, parce qu'il y en a des différentes. Elles présentent, ces villes, des problématiques pour les architectes, je dirais même des défis, qu'elles soient nanties ou moins favorisées. En tout cas, elles ont des points communs. Oui, alors juste un petit mot pour dire pourquoi Archineuve et pourquoi cette réunion aujourd'hui. C'est la trace de notre projet fondé en 1995, qui était de créer un lieu qui n'existait pas, qui puisse rassembler des cerveaux libres de pensée, d'action. Et donc Archineuve a été créé en 1995, qui se définit comme le mouvement des architectes et de leurs partenaires pour le développement de l'innovation. C'est vrai que notre société, elle est quand même assez vite cloisonnée. Je suis bien placé pour le savoir. J'étais président du syndicat national des architectes. On est assez vite cloisonné dans notre terrain de jeu. Le corporatisme est assez dominant. Et en période de crise, c'est pas la meilleure solution. Il faut croiser les méninges. Donc nous, on s'y emploie depuis 1995 au travers d'Archineuve. Patrice a cité également le club de l'amélioration de l'habitat, avec Jean-Pascal Chirat, délégué général, qui est présent. On y reviendra dans le cours de l'exposé, mais on travaille sur ce sujet de requalification des cœurs de ville. On n'est pas les seuls. Le préfet Roland Mouchel-Blaisot avait une mission sur Action Cœur de Ville. Il y a le programme Petite Ville de demain. Donc, on a pris conscience... Le politique a pris conscience qu'il était temps d'agir. Enfin, les maires le savent depuis eux bien longtemps, sauf que si on ne leur met pas les moyens. Et pour terminer cette longue introduction, je voudrais dire que, et c'est sincère, c'est pas parce qu'il y a deux élus qui sont là, moi j'ai toujours dit et souvent écrit que le premier architecte de la cité, c'est l'élu. Que le deuxième architecte, c'est le promoteur ou le maître d'ouvrage, qu'il soit social. Et le troisième, c'est nous. Autrement dit, si les deux premiers n'ont pas préparé un terrain
sur lequel on va pouvoir fonder du développement durable, des réflexions pérennes, sortir un peu des sentiers battus, on aura beaucoup de mal. Donc ça veut dire que l'élu a un rôle déterminant et c'est bien l'objet, je pense, de notre table ronde. Bon, alors, je vais poser d'abord une question à Florence Preston. Je vais quand même rappeler, peut-être que je vais me tromper, vous me le direz. Vous êtes adjointe aux transitions et à l'économie circulaire et solidaire. Vous êtes coordinatrice du parcours de rénovation énergétique performante et vous êtes vice-présidente de CEREMA. J'ai failli dire cinéma, c'est complètement ridicule. Alors ça, c'est le centre d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement du territoire. C'est plusieurs casquettes, mais alors pour vulgariser la chose, vous ne pouvez pas résumer un petit peu? Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et tous. Mais en réalité, on est dans une situation un petit peu avec le dérèglement climatique, avec un certain nombre de choses qui peuvent ne pas forcément être réjouissantes si on continue à vivre comme si de rien n'était. Les transitions et les transitions énergétiques, c'est vraiment le fondamental. Donc j'ai ma casquette d'élu et je porte effectivement une volonté de sensibilisation, de mise en place d'un certain nombre d'actions. Ma casquette professionnelle, parce qu'il faut vivre, hein, et c'est pas en étant élu que l'on vit, eh bien, je suis coordinatrice d'un parcours de rénovation énergétique performante et je travaille sur le territoire Grand Paris-Grand Est dans le 93. Et pour moi, c'est important d'avoir un pied dans le 92, l'autre pied dans le 93. Et puis, bien évidemment, CEREMA, c'est important que la rénovation énergétique et la rénovation du résidentiel, principal émetteur de gaz à effet de serre, eh bien, puisse avoir sa voix portée dans les maximum d'instances. Donc voilà. Mais je suis la même personne, mais je travaille beaucoup, effectivement. Bravo, bravo à vous. On passe à Lionel Benarous. Alors, vous êtes maire des Lilas. Alors, on ne peut pas tout à fait comparer les Lilas à Sceaux. Vous avez tous les deux patrimoine extraordinaire. Alors, qui dit patrimoine? Quand on dit patrimoine, généralement, on pense au château, on pense aux vieilles églises, on pense... Bon, mais le patrimoine, c'est ce qui appartient à la ville, ce qui a pu être construit peut-être au début du siècle dernier, qui fait maintenant partie du patrimoine et que nos descendants appelleront les nouveaux châteaux, si je puis dire. François Pellegrin, tout à l'heure, il parlait de requalification des villes. On peut requalifier les Lilas qu'on appelait la ville des fleurs à un moment donné et qui est maintenant la ville cité. Mais est-ce que c'est pas un peu péjoratif? Je ne sais pas. Alors effectivement, les Lilas, elles gardent cette double identité. Le slogan de la ville, le blason de la ville porte ce slogan « J'étais fleur, je suis cité ». Voilà. Mais ça remonte à plusieurs décennies. Donc cette transition, elle ne s'est pas opérée il y a quelques années, elle s'est opérée il y a très longtemps maintenant. La requalification, elle est d'autant plus difficile quand on est dans la situation d'une ville comme les Lilas. Parce qu'on est à la porte immédiate de Paris et qu'on a cette caractéristique aux Lilas d'être, selon les classements, entre la 5e et la 10e ville la plus dense de France. Donc forcément, le terrain de jeu pour construire, il est forcément réduit parce qu'il n'y a plus beaucoup d'emprises sur lesquelles on peut construire. Et puis, le deuxième élément de difficulté, mais je pense que tous les élus que nous sommes confrontés à la même chose, c'est la part de plus en plus prégnante que les citoyens, parce que dans ceux qui bâtissent la ville, je suis d'accord avec ce qui est dit sur le rôle des élus, sur le rôle, mais je crois qu'on ne peut pas oublier aujourd'hui le rôle des citoyens. Avec la grande nouveauté de ces 10-15 dernières années, c'est une volonté des habitants d'être non plus seulement consultés ou informés sur les projets qui vont voir le jour sur leur territoire, mais d'en être partie prenante, d'en être même parfois co-concepteurs et de faire face du coup, on le sait quand on est élu, à des aspirations qui peuvent parfois être contradictoires et qu'il va falloir essayer de conjuguer pour aménager sa ville. Enfin, vous ne faites pas des référendums en permanence pour savoir si il faut détruire un bâtiment. Non, je ne fais pas des référendums en permanence à chaque fois qu'il faut détruire un bâtiment, mais on a été la première ville à porter un projet avec, dans le cadre d'un appel à projet d'Inventons la métropole du Grand Paris, où pour savoir ce qu'on allait faire d'un quartier, on a consulté l'ensemble de la population, on a fait un référendum de quartier en quelque sorte, et on a demandé aux gens, il y a eu sur 2000 habitants à peu près 800 qui se sont déplacés pour venir s'exprimer, ce qui veut dire quand même qu'il y a un intérêt fort pour la chose. Dans un quartier très populaire où d'habitude sur les élections classiques on a les taux d'abstention les plus élevés, là les gens sont mobilisés pour dire comment ils voyaient l'avenir de leur quartier. Donc je pense qu'aujourd'hui on a deux aspirations qui sont de plus en plus fortes et face auxquelles
on ne peut pas s'opposer. Enfin, c'est l'aspiration au développement durable qui est aujourd'hui très très ancrée dans les mentalités et l'aspiration à la consultation citoyenne, à la coopération entre les élus et les citoyens. Je pense que le temps où les élus en gros ne rendaient compte de leur action que tous les 6 ans pour ce qui concerne les villes est terminé et que maintenant on doit rendre compte de notre action quasiment au quotidien et construire les choses en fait avec les habitants. Il faut s'y faire. Au départ, on peut le voir comme une contrainte et puis finalement, quand on rentre dans ce jeu-là, on le voit comme une véritable richesse parce qu'on se rend compte qu'il y a aussi une expertise citoyenne qui existe et qu'on peut s'en emparer aux côtés d'autres expertises comme un élément de la décision. François Pellegrin, lorsqu'on est architecte, on ne construit pas ou on ne modifie pas des bâtiments de la même manière si on est dans une petite ville relativement proche de la capitale ou si on est en pleine campagne. Je ne suis pas aussi catégorique. En fait, tout commence par un diagnostic patrimonial. Il faut que les décideurs, les parties prenantes, y compris les habitants, ça, on y reviendra quand on évoquera les projets que l'on travaille avec le Club d'animation d'habitat, il faut avoir une bonne idée de son patrimoine et techniquement, il y a des solutions adaptées ou totalement inadaptées selon le mode constructif, selon la nature des sols. Donc on ne peut pas imaginer, stéréotyper des remèdes. Il faut vraiment faire ces diagnostics urbains, stratégiques. Ça va être aux maires de les lancer. On parlait en aparté tout à l'heure, et on réévoquera sans doute ce sujet, c'est un des outils, la surélévation. C'est vrai que, par exemple, Paris a démontré par l'Agence parisienne d'urbanisme, il y a déjà plus de 10 ou 15 ans, que 10% des immeubles parisiens étaient surélevables, sans dommage pour le paysage urbain, bien sûr, parce qu'il faut toujours penser aux effets collatéraux. Donc, il y a plein de leviers. Il y a des nouvelles contraintes qui nous tombent dessus. Le zéro artificialisation nette des sols. Comment on fait quand on a des gens à loger et qu'on nous dit non, il n'y a plus de lotissement, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela, et la surélévation, non, le PLU, on va avoir des recours, on ne fait pas. Il va falloir toiletter tous ces textes. Il faut totalement changer de logiciel. On sait quand même que le grand rendez-vous politique et sociétal, c'est 2050, où on doit justifier d'une ville pas carbone, d'une neutralité carbone. Bon, ma conviction, c'est qu'il faut là changer beaucoup de choses. D'abord, il ne faut plus parler strictement de rénovation énergétique. Il faut parler de requalification architecturale, urbaine, environnementale. Parce qu'on n'aura pas 2 fois droit à l'erreur. On a commis tous ensemble, depuis la reconstruction, un paquet d'erreurs. Hein. Les lotissements, les entrées de ville, boîtes à chaussures, les machins, les trucs, les supermarchés. On a tout bousillé, collectivement. Et donc, on a à réparer. Alors là, il faut le faire. Ça va coûter, je dis souvent, ne rien faire coûtera beaucoup, beaucoup plus cher. Ne rien faire maintenant coûtera beaucoup plus cher demain. Donc, il y a une vraie question stratégique, partagée, habitants, élus, sachants, pour voir sur cette agglomération, qu'est-ce qu'il convient de faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Faire appel à des vrais professionnels parce qu'on ne réhabilite pas de la même façon un bâtiment haussmannien d'un bâtiment faubourien, etc. Donc il y a toutes ces approches. Mais au plan technique, on n'a pas d'inquiétude à avoir. Au plan technique, les gens savent faire. Ce qu'il faut, c'est inventer un modèle de faire plus coopératif, plus collaboratif. Et c'est vrai que ça prend du temps. Et nous, on a, avec le Club d'innovation d'habitat, on a projeté un scénario, une action qu'on appelle Opérae, Opération de requalification architecturale, environnementale, urbaine, qu'on développera un peu plus tard, qui met les habitants et les élus au cœur du dispositif. Et nous, on arrive en tant que, je dirais, technicien, médecin de l'espace, médecin du mal-vivre, médecin du mal-être. Et voilà, le challenge, on est tous à la même galère. Il faut qu'on répare les erreurs du passé et on n'aura pas une nouvelle chance. Il faut aller juste bien du premier coup. Et c'est un sacré boulot. Florence, vous avez une ville agréable, comme les Lilas d'ailleurs, mais il y a des bâtiments qui vieillissent plus vite que d'autres. Vous faites sans arrêt des états des lieux pour voir exactement ce qui se passe. Est-ce que vous avez des commissions qui ne passent pas leur temps à faire des réunions pour rien et qui vont vous dire à un moment donné, si on ne fait pas ça, c'est la catastrophe? Alors, justement, bien évidemment, il y a un état des lieux régulier de nos bâtiments.
avec une politique qui est menée par Philippe Laurent, le maire de Sceaux, depuis des années, qui est un entretien constant. C'est-à-dire, il n'y a pas un été sans que plusieurs écoles voient des améliorations. Cette année, par exemple, on a peint en blanc une école qui permet d'avoir à peu près 4-5 degrés en moins pour les enfants plus tard. Donc oui, cet entretien-là, ça représente des coûts non négligeables qui ne se voient pas forcément pour un habitant, mais qui est fondamental. Après, je pense qu'on ne peut pas parler uniquement bâtiment. Vous voyez, les maires se sont emparés, grâce à l'ANRU, d'une rénovation extraordinaire des immeubles, il y a plusieurs années. Ensuite, on s'est dit, ah oui, mais au fait, on a oublié les maisons, les grandes oubliées. Donc ça fait à peu près 8 ans, grâce, je dirais, à l'implication de Xavier Lemoine en tant que maire de Montfermeil, maintenant président de Grand Paris Grand Est, qui a été à la métropole, a lancé un grand appel, et on a été très nombreuses communes à suivre cela en se disant, les maisons, plus gros stock d'émissions de gaz à effet de serre, il faut conserver ces maisons parce que dans le paysage, dans l'histoire de nos communes, c'est du patrimoine important, sauf qu'il faut accompagner, tenir la main des ménages pour effectivement faciliter. Et soit dit en passant, tout le monde râle sur ma prime rénov', je suis peut-être la seule à dire c'est génial. Il n'y a jamais eu autant d'argent qui a été mis sur la table pour permettre de financer des travaux aussi bien pour des ménages très fragiles, 90%, que des ménages qui ne le sont pas, mais quand il leur reste un reste à charge trop important, plus personne ne fait rien. Donc il faut continuer, rénovation globale, et quitte à être sur du par-geste, je fais mon petit, uniquement l'isolation, mais surtout pas le chauffage. On ne change pas une chaudière si on n'isole pas. Bon, revenons à notre sujet, et à votre question. En réalité, il faut raisonner sur un quartier. Il faut raisonner dans une vision systémique. On ne peut pas dire, ah ben, on va faire ça, puis après on va faire cette petite chose. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'il y a le bas carbone, il y a le côté social, que les gens puissent vivre dignement, mais il y a aussi la chaleur. On est dans nos communes avec des îlots de chaleur. Si on s'attaque uniquement aux bâtiments, on ne résout pas cette problématique-là. Donc ça veut dire que si on veut effectivement de la sobriété énergétique, de la sobriété matériaux, ben, il faut aussi prévoir de l'îlot de fraîcheur. Et pour ça, si on s'attaque au bâtiment, au quartier, pardon, et ça, on a eu le plaisir de travailler avec François Pellegrin et M. Chirac, Jean-Pascal, eh bien, on raisonne sur le fait de dire, sur ce triangle-là, il y a une école, il y a un centre de loisirs, il y a un établissement sportif, il y a des maisons, il y a des immeubles, un grand parking, franchement au cœur de tout cela, qui pourrait être justement plutôt un espace végétal, et comment on embarque l'ensemble de ces partenaires. Comment on rend contagieux la rénovation, quel que soit le statut. Comme tu disais, il faut accélérer. Accélérer, on ne peut pas attendre de mener une campagne et d'attendre le résultat pour poursuivre. Il faut qu'on parallélise, il faut qu'on avance le plus vite possible. On fera peut-être encore des erreurs, mais si on ne fait rien, ce sera encore pire. Vous n'êtes pas gêné par le côté politique de la chose, parce que vous pouvez très bien commencer à entreprendre, d'envisager des rénovations, et puis le maire il dégage, si je puis dire, il y a une autre orientation politique, et puis on passe à autre chose. C'est déjà arrivé. Ah oui, tout à fait. On a eu la chance à Sceaux d'avoir une continuité jusqu'à maintenant, et c'est aussi pour ça que la ville est ce qu'elle est, il faut quand même le reconnaître. D'ailleurs, on n'est pas une liste politique. La liste de Philippe Laurent, il y a des LR, il y a des UDI, il y a plein de gens qui n'ont pas d'étiquette politique. Donc ça ne correspond pas à une notion d'étiquette politique. Je pense qu'un nouveau maire qui arrive, s'il n'est pas un super expert du sujet, il ne va pas arrêter quelque chose qui fonctionne. Oui, c'est de l'investissement. Mais est-ce que l'on doit choisir entre poursuivre dans une logique d'avenir, un patrimoine d'avenir, ou est-ce qu'on arrête tout et puis on se met à faire autre chose? Je pense que ça serait quand même assez idiot pour un élu d'arriver et de casser ce qui est en œuvre.
Bon, ce qui est pas votre cas, évidemment, Lionel Benarous, vous êtes là depuis quelques années, mais vous avez pris la suite de quelqu'un que, je peux dire, que vous admiriez. De toute façon, donc il y a des rails. Vous établissez le même constat que Florence? J'établis en tout cas le même constat sur le fait que cette question, il va falloir la prendre dans sa globalité. Et qu'on ne pourra pas simplement la prendre sous l'angle de la rénovation de tel ou tel bâtiment. Ça n'a pas de sens. Il faut la prendre dans sa globalité, à la fois au sens géographique du terme, le quartier, la ville, puisque moi j'ai une ville qui a la taille d'un grand quartier parisien, hein, pas beaucoup plus que ça, et puis qu'il va falloir la prendre sous l'ensemble de ses dimensions. S'attaquer à la transition écologique aujourd'hui, c'est par exemple, alors il faut du courage politique, je pense que le déclencheur c'est quand même souvent le courage politique. C'est d'abord s'attaquer à la question de nos mobilités. On ne va pas pouvoir continuer à avoir sur des territoires comme le mien qui sont extrêmement denses, avec une population qui a tendance à stagner ou à augmenter, autant de voitures qu'on en avait auparavant, parce que sinon, en fait, les îlots de chaleur, on les crée d'abord comme ça. Sauf que quand vous faites ça, vous faites engueuler. Parce que globalement, moi j'ai fait le choix, par exemple, on en a fait un, on est en train d'entamer le second. La ville des Lilas, elle est organisée autour de deux grands axes principaux, deux grands boulevards. Le boulevard de la Liberté et la rue de Paris, historiquement. J'ai fait le choix, en fait, c'était deux boulevards qui avaient deux sens de circulation automobile, de Romainville vers Paris et de Paris vers Romainville. J'ai fait le choix de placer les deux en sens unique et d'installer des pistes cyclables sur chacune des deux. On en a fini un, on va entamer le second. Pour certains, c'est une évidence qu'il faut aller dans ce sens-là. Pour d'autres, c'est pas si évident. Et globalement, notamment quand on a une ville qui, peut-être au Lilas, est davantage mixte socialement que Sceaux, on sait que les habitants qui sont dans les catégories populaires ont parfois besoin de leur voiture encore beaucoup parce qu'ils travaillent non pas dans Paris où là il n'y a pas de difficulté de transport, mais vers la grande banlieue. Donc ça peut être un peu compliqué. De la même manière, la transition écologique, elle ne se fera pas sans la transition énergétique. Moi, quand je suis devenu maire, il y avait un projet dont tout le monde tournait autour depuis des années et des années. On savait qu'au Lilas, il y avait la capacité à bâtir une centrale géothermique. Globalement, on était à 3-4 villes à se dire, là, il y a quelque chose d'intéressant. Ça permet de produire de la chaleur moins chère. Alors, ce qui a été le déclencheur, c'est aussi ça. Hein, c'est la guerre en Ukraine, l'augmentation du prix de l'énergie, mais aussi une chaleur propre, une chaleur qui nous permettait de faire moins appel à l'énergie fossile. Mais on tournait autour parce que, globalement, tous les maires concernés, on s'est mis à 4 pour mener ce projet-là. Ils savaient bien ce que ça voulait dire concrètement. Faire un forage, ça fait un peu de bruit, c'est pas trop compliqué, surtout que la zone est assez excentrée. Construire une centrale autour, c'est pas très compliqué, mais pour amener la chaleur géothermique, il faut globalement éventrer la quasi-totalité de la ville et avoir 2 ans de travaux. Vous avez vos boulevards les uns après les autres qui sont éventrés. Là aussi, ça nécessite du courage politique. Et puis, sur la rénovation des bâtiments, j'allais dire qu'au fond, ce qui relève de l'action de la ville, il a fallu qu'on se mette à cette culture un peu nouvelle de la transition écologique, mais on s'y est fait. J'allais dire que le plus dur, ça a été la première étape, celle du diagnostic et des outils. Il nous fallait à nous des outils qui nous permettaient de dire que ce bâtiment-là, il était plus énergivore que celui-là. Alors on avait bien comme ça une conception des choses, mais enfin, il fallait bien qu'on soit capable de le voir. Ensuite, une fois qu'on a eu ces outils, on a intégré cette donnée-là comme une donnée majeure des plans de rénovation. N'importe quelle ville rénove ses bâtiments les uns après les autres. On a rentré ce critère-là comme un critère majeur en se disant on va commencer d'abord par la rénovation de nos bâtiments les plus énergivores et puis les autres attendront un peu, que ce soit les écoles, les gymnases. Moi j'ai inauguré samedi un gymnase qu'on a totalement rénové. On a commencé par celui-là parce qu'il avait 2 caractéristiques. C'était le plus beau en termes patrimonial de la ville. On a une église, mais on a une église très récente. On a cette histoire un peu particulière d'avoir reconstruit une église il y a une quinzaine d'années au Lilas parce que l'ancienne église s'effondrait. On n'a pas de château, mais on a des gymnases très beaux. Et puis de se dire que ça doit être un critère majeur aujourd'hui. Donc la difficulté, c'est comment on accompagne les particuliers vers ce même modèle, parce que la réalité, c'est que les bâtiments communaux dans une ville, même quand on en a beaucoup, ce qui est le cas des nôtres, c'est pas grand-chose par rapport à l'habitat particulier. Quand on a affaire à des bailleurs sociaux, il y a une espèce de discussion qui peut s'entamer, mais quand on a des particuliers les uns après les autres, leur faire connaître les dispositifs, parce que parfois on ne les connaît pas, leur expliquer qu'il va y avoir des travaux à mener, mais que ça vaut le coup, que ce soit économiquement ou écologiquement, c'est un vrai travail d'accompagnement sur lequel je pense que nous, élus, on a pleinement notre rôle à jouer. François, vous êtes ancien président du Conseil national de l'Ordre des architectes. Du syndicat des architectes. Excusez-moi. C'est pas pareil. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que vous êtes un pionnier de l'architecture bioclimatique. Là, on vient d'entendre deux cas d'élus entristes, si je puis dire, qui sont vraiment au fait du cœur de la profession que vous avez depuis un certain nombre d'années. Ce n'est pas toujours le cas dans les villes moyennes. Qu'est-ce qui n'est pas toujours le cas? La sensibilité des élus? La sensibilité, bien entendu. Aujourd'hui, je pense que si. Après, il y en a qui font semblant. Après, après, il y a l'action.
on les juge sur l'action. Et c'est vrai que c'est très difficile quand il y a alternance. C'est vrai que nous, on a le sentiment que c'est même pas la peine de déposer de permis. On va même risquer de perdre celui qu'on avait déposé avant parce que, voilà, quand ça se fait pas dans la continuité, ça c'est terrible pour les projets à long terme. Parce qu'effectivement, réparer la ville, c'est un chantier de 20 ou 30 ans. Hein. On va pas le faire comme ça. Et donc, il faut avoir cette notion d'échelle et s'efforcer d'avoir cette notion de continuité. Mais de toute façon, on est poussé par la réalité. Si on regarde, je peux rajouter une louche dans les problèmes qui vont nous toucher. On a parlé des îlots de fraîcheur, on parle du financement assez bien réussi grâce à ma prime rénov', mais enfin, la complexité, le coût de tout ça, c'est vrai que saupoudrer une parcelle par-ci, une parcelle par-là, ça coûte un fric monstre, comme disait l'autre. Mais il y a pire à venir si on ne fait rien. Les immeubles béton des années 70, je parle d'eux, hein, parce que l'immeuble haussmannien ou l'immeuble faubourien, il sera beaucoup plus résilient de par son mode constructif, parce que c'est des murs perspirants qui laissent passer l'hygrothermie. L'immeuble béton, caractéristique des années 60-70. On ne parle pas uniquement des cités. Non, 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 on ne parle pas, mais en particulier les cités, parce que c'était le mode constructif de l'époque. Et pourquoi c'était le mode? Interrogeons-nous. Il faut savoir que dans les années 50, à la reconstruction, l'État, pris par l'urgence de loger, alors je ne vais pas parler d'immigration, mais il y avait une forte volonté de faire venir de la main-d'œuvre pour construire et remettre la France debout. L'État ne finançait pas d'opération si elle ne faisait pas moins de 500 ou 1000 logements et si elle n'était pas réalisée dans l'année. Vous imaginez qu'avec ce deal-là, ça vous trace tout de suite le chemin de grue, enfin tout ce qui a justifié après le programme en rue, détricoter ce qu'on a fait, mais qu'il fallait faire sans doute à l'époque. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ces immeubles béton des années 70 n'ont jamais été conçus pour subir de telles amplitudes et fréquences de chocs thermiques telles que nous y assistons aujourd'hui. Et ça, personne, on est conscience parce que ça défraie la chronique, on voit ça sur les chaînes d'antenne télé, le retrait, gonflement des argiles. Moi, je pointe un serial sinistre futur qui est le vieillissement accéléré de ces immeubles, la chute de balcons sur ces immeubles qui se reprennent des chocs thermiques à 60 degrés, hein, en chute sud-ouest, en plein été, avec une bonne canicule, le mur il monte à 60. Alors, je ne parle pas d'inconfort, puisque cette chaleur ne va pas disparaître, elle va transpirer dans le mur et elle va venir tuer la vie des gens. Mais voilà, on est obligé d'adapter ce patrimoine dont on parlait tout à l'heure, qui est ce qui est déjà là. Et on sait que 2050 est déjà là à 85%. On ne va pas tout démolir et tout refaire sous RE 2020 avec des beaux projets. Donc on a en plus ce sujet de risques graves sur des bâtiments de certaines technologies, notamment béton, de vieillissement accéléré. Et ça, par exemple, les bailleurs sociaux, ils savent faire, mais les copropriétaires, ils ne le voient pas et puis ils ne veulent pas trop le voir. Hein. Donc on a cette bombe à retardement aussi due au dérèglement climatique sur comment ces bâtiments vont-ils être capables d'accepter ou de résister à ces nouvelles conditions climatiques. Bon, enfin, il y a quand même un certain nombre de contraintes dans un contexte économique qui n'est pas très favorable à l'innovation. Ça l'était il y a quelques années, mais vous devez être, en tant qu'architecte, coincé, et les élus doivent être également coincés en communiquant ou pas auprès de leurs citoyens. Il y a des budgets à respecter. Et finalement, là, je m'adresse aux deux maires, comment on fait pour concilier ce qu'il faut faire absolument et puis ce qu'on ne peut que faire parce qu'on ne dispose pas d'une tirelire très grande. Bon, l'avantage, c'est que en France, quand on parle des finances publiques, on pense de l'État. On pense aux finances publiques de l'État et on pense donc à ces déficits qui ne cessent de s'accroître, etc., etc. Nous, quand on est élus locaux d'une ville, on a une chance, c'est qu'on ne peut pas présenter un budget en déficit. Donc la gestion, j'allais dire, de bon père ou de bonne mère de famille, on n'a pas le choix que de faire autrement parce qu'on n'a pas le droit légalement de présenter un budget en déficit. On peut s'endetter, enfin ça a des limites, hein, parce qu'au moment où on s'endette trop, il n'y a plus personne qui nous prête de l'argent. Donc la réalité, c'est qu'en fait, on bâtit tous notre budget de la même manière, on regarde nos dépenses de fonctionnement, on regarde ce qui nous reste pour l'investissement et en fonction de ça, on fixe des priorités.
C'est pour ça que j'évoquais en fait le fait que les questions liées à la transition écologique sont devenues des questions prioritaires. Et là où on aurait placé ces investissements-là plus loin dans la liste il y a quelques années, en se disant on va commencer par les dépenses pour le sport, pour l'éducation, etc., on va forcément aujourd'hui faire remonter dans la liste la question de la transition écologique. Après, évidemment, on aimerait parfois aller plus vite. Mais aller plus vite, ça nécessite en réalité qu'au-dessus de nous, les pouvoirs publics s'engagent. Que ce soit les départements, les régions, l'État, les intercommunalités s'engagent. Alors il y a deux manières de s'y engager. Vis-à-vis des acteurs privés, c'est la norme. On a tous d'une manière ou d'une autre, soit au niveau communal, soit intercommunal, des documents d'urbanisme, des PLU ou des PLUI qui peuvent être de plus en plus contraignants et obliger en fait à des rénovations thermiques accélérées des propriétaires privés ou des bailleurs sociaux. Et puis c'est l'incitation financière. Globalement, quand on restreint les budgets des collectivités locales, quand on restreint les dotations des collectivités locales, on le sait, on est dans un pays où l'essentiel de l'investissement est fait par les collectivités locales et en particulier par les villes. Tout ce qui se traduit par une restriction des budgets des collectivités locales frappe assez rapidement nos investissements. Donc on n'a pas d'autre choix que ça, on garde les ressources qui sont les nôtres et puis on les regarde à l'aune de nos priorités et aujourd'hui partout la question de la rénovation thermique, la question de la transition écologique sont devenues prioritaires. Et vous, Florence? Le maire, il y a eu les maires bâtisseurs, aujourd'hui c'est des maires rénovateurs parce qu'effectivement on n'a plus l'espace pour construire. En revanche, là où on a un certain nombre d'actions qui ne nous coûtent pas sur notre budget ou quasiment pas, c'est le fait d'être facilitateur auprès des ménages pour réaliser de la rénovation énergétique, que ce soit dans les copropriétés et dans les maisons. Un maire facilitateur, c'est quoi? C'est un maire qui va effectivement mettre en place l'ingénierie de conseil, de communication, d'accompagnement des ménages. Le ménage, il reçoit des appels de tous les côtés, par des artisans divers et variés. La plupart du temps, ce n'est pas vraiment des artisans, c'est plutôt des escrocs. Il n'est pas chef de chantier. Comment est-ce qu'il va faire? Parce qu'il a quand même compris que des petits travaux, ça ne sert à rien. Comment il va faire pour isoler ses combles, ses murs, ses fenêtres, etc. Il a besoin d'un accompagnement. MaPrimeRénov', avec le Mon Accompagnateur Rénov', ce sont des outils qui, pour la première fois depuis le 1er janvier 2024, fait réellement avancer les choses. Sauf que si le maire ne porte pas cette démarche-là, ne restaure pas la confiance, les habitants ne passeront pas à l'acte. Donc nous, le rôle, je dirais, l'élu local, c'est celui qui est l'élu dans lequel les habitants ont encore confiance en lui. À partir du moment où il va organiser des réunions de copro avec les présidents de copro, il va expliquer, il va dire écoutez, moi je mets à votre disposition un point info dans lequel vous allez toutes les semaines pouvoir venir à la mairie, avoir toutes les informations nécessaires. Je vais accompagner un peu plus que la normale sur la recherche de financement. Je vais effectivement organiser des balades thermiques, des forums de la rénovation, des apéros dans des maisons qui ont été rénovées qui montrent qu'en 3 200 €, on est passé à 800 €. C'est cela que le maire peut faire et ça ne nécessite pas énormément d'argent. Et ça, c'est vraiment des démarches qu'il faut pouvoir déployer auprès de nos collègues élus qui parfois voient surtout leur bâtiment public et se disent on a tout ça à faire, comment on avance, mais on a aussi en parallèle les émissions de gaz à effet de serre, le fait que les habitants, si vous prenez les habitants à Montfermeil, à un moment donné, c'est je mange ou je me déplace ou alors je me chauffe. Et le fait de se chauffer, ce n'est pas la priorité. Et c'est pour ça qu'un certain nombre d'élus de Grand Paris Grand Est se sont mobilisés pour qu'on mette en place ce parcours de rénovation pour tenir la main. Le aller vers, il n'est pas trop problématique parce que les habitants viennent, parce qu'ils vont assez mal. Et par contre, effectivement, c'est à nous de leur prendre la main et de les amener vers une rénovation réussie et performante. François Pellegrin, côté bâtisseur ou côté rénovateur? Qu'est-ce qui est le plus important pour Archinov, par exemple? Parce que, je m'excuse de mettre ça sur le tapis, mais au niveau des sous-sous, c'est pas du tout la même chose. Des sous-sous, vous parlez, monsieur l'animateur, des honoraires ou de la dépense travaux? Non, ce qui est vrai, c'est que pour Archinov, pour les architectes, on est quand même défenseurs du bon sens, même si certains pourront nous reprocher les erreurs urbaines des années 50, 60, 70, 80, 90. Bon. L'architecte, il est là, l'architecte urbaniste, il est là pour, aux côtés de l'élu, accompagner un projet qui
qui doit venir de l'élu. Nous, dès qu'on se pointe quelque part pour dire vous devriez faire des travaux, à la copropriété il faudrait faire ci, on est soupçonné de vouloir gagner notre vie sur le dos de ces pauvres gens. C'est pour ça que je posais la question. Ben oui, c'est pour ça que la pédagogie est très forte. Mais elle sera plus entendue, mieux assimilée si elle vient de la part de l'élu ou de l'État quand il fait ma prime rénov avec les accompagnateurs, voilà, qui sont pas intéressés au modèle des travaux. Nous, on est toujours soupçonnés, d'autant que souvent la rémunération, on essaie d'en sortir, d'ailleurs se fait au pourcentage des travaux, ce qui est une hérésie totale, puisque nous, on vend de la matière grise. Voilà, cette notion fait qu'on est toujours soupçonné de vouloir pousser à la consommation. Or, c'est pas ça. Mais là, il y a à rebâtir de nouveaux modèles économiques. Dans le projet que nous avons élaboré avec le Club de Nation de l'Habitat, et on a fait un premier test avec la ville de Sceaux, grâce à Florence, cette démarche de requalification à l'échelle de l'îlot va permettre de conjuguer plein de choses. Elle va permettre de nous rendre intelligents. Si on continue à agir à l'échelle de la parcelle, d'abord en 2050, on n'est pas arrivé, mais en plus, on va passer à côté de cibles très importantes qu'on ne peut pas déployer à l'échelle d'un bâtiment ou d'un terrain, mais qu'on peut parfaitement harmonisé à l'échelle d'un îlot. La biodiversité, l'îlot de fraîcheur, l'intergénérationnel, la mutualisation des frigories, des calories, voilà, on peut faire plein de choses et au passage, comme on l'aura massifié, on peut faire du moins 15, moins 20% sur le prix du mètre carré rénové. Voilà. Mais dans ces îlots, on va pouvoir aussi construire, certainement. On va réhabiliter, on va trouver, on va dédensifier par-ci, surélever par-là, on va remodeler la ville, on va réenchanter l'îlot, le quartier, la rue et le bonheur d'y vivre pour les habitants, qui vont redécouvrir des bâtiments en performance, dans certains cas qui n'ont rien à envier à la réglementation RE 2020, parce que dans certains patrimoines, on arrive parfaitement à redonner des qualités que ces bâtiments n'avaient jamais imaginé avoir au moment de leur construction. Mais c'est ça qu'il faut dire, qu'il faut souligner, c'est qu'on peut, et particulièrement d'ailleurs dans un immeuble des années 70, les mettre à l'abri d'abord des aléas climatiques que je décrivais tout à l'heure, mais en plus leur donner des belles remontées d'étiquettes. Hein. Vous connaissez tous l'étiquette ABC. Bah, nous, on a pu livrer plusieurs bâtiments avec une remontée d'étiquette B, avec ou sans surélévation par-dessus. Ça, c'est une question annexe. Mais il faut expliquer aussi aux habitants la revalorisation patrimoniale qui va avec. Et ce n'est pas quand on est Paris intramuros, puisqu'on l'a fait à Antony, pas dans le beau quartier d'Antony, hein, eh bien, on a rehaussé, grâce à l'étiquette B, de 1 000 € le mètre carré à la revente, pour en gros 150 à 200 ou 300 € investis. Donc on ne parle pas, je pense, assez de ce modèle économique. Certes, ça n'amène pas de l'argent frais, mais ça peut motiver des copropriétaires en se disant, ben voilà, il n'y a pas beaucoup de placements, qui rapporte 70% en 1 an ou dans 2 ans quand le chantier est terminé. Donc je pense qu'il faut repenser aussi nos modèles économiques. Moi, j'ai toujours été atterré de l'histoire des lotissements, qui a produit l'histoire des Gilets jaunes. C'est dû à un modèle économique totalement inadapté sur le financement du logement, notamment maisons individuelles. Quand le jeune ménage, qui a eu au départ l'idée d'aller acheter une maison à retaper à 100 000 € dans le village. Tiens, on va comme ça, on va participer, on va être bien, on n'aura pas les transports des machins. Mais il y avait 30 000 € de travaux. Donc ça fait 130 000 €. Ben, le banquier disait, non, 130 000 €, vous dépassez mon ratio de 33% d'endettement. Donc je ne vous finance pas. Allez là-bas à 10 km du village, vous avez tout compris, la maison à 100 000 €. Mais le banquier n'a jamais dit qu'il fallait quantifier les pleins en coût global, en coût d'usage de ces pleins d'essence de 2 fois par semaine, etc. Et c'est ça qui a entraîné la crise des Gilets jaunes. Donc, c'est-à-dire que ce mode de financement, avec ce ratio de 33% d'endettement, nous conduit à faire des erreurs. On a fait comme ça, on a multiplié les lotissements, et puis après, l'essence a augmenté, puis les Gilets jaunes sont nés de ça, parce que, certes, on sait que les Français aspirent à la maison individuelle, mais au point d'en devenir l'esclave et la victime. Voilà. Donc il y a à repenser nos modèles économiques. Ce que fait
ce que faisait, on va voir si c'est reconduit dans la loi de finances, et puis on attend demain le discours du Premier ministre. Il faut que MaPrimeRénov' continue parce que c'est important pour soutenir, mais il faudrait aller au-delà pour pouvoir trouver des modèles économiques plus vertueux aussi, pour inciter tous les habitants et les élus à aller dans un sens plus pérenne. Bon, là, on vient me prévenir qu'il va falloir conclure. Alors, je vais vous poser une question assez rapidement. À Sceaux, il y a un certain nombre de maisons bourgeoises qui ne sauraient être détruites, bien entendu, quelle que soit la valeur des architectes qui pourraient vous proposer un certain nombre de choses. Il y a des rues pavées qui sont absolument merveilleuses. Au Lilas, vous avez quand même de l'art déco qui surprend. C'est assez curieux. Vous avez eu quelque chose d'extrêmement positif, parce que si à Sceaux, il y a le RER, vous avez eu la chance d'avoir une ligne de métro. Et ça par rapport à d'autres villes moyennes, c'est quelque chose qui a dû être exceptionnel et qui vous a peut-être fait envisager un avenir meilleur pour la population, non ? Clairement. Il y a quelques mois, on inaugurait la 2e station de métro de la ville des Lilas. Je ne crois pas, je ne veux pas dire de bêtises parce que je n'ai pas ça en tête, mais je ne pense pas qu'il y ait de villes qui soient mieux desservies par le métro au mètre carré que la ville des Lilas. Pour une toute petite ville, on a 2 stations de métro, une 3e immédiatement après, parce que la porte des Lilas donne vraiment... voilà. Et c'est un accélérateur formidable en termes de politique publique en matière de transport, en termes de qualité de vie aussi pour nos habitants. Et ça permet effectivement d'envisager un certain nombre d'évolutions. Oui, c'est un outil absolument majeur. Aujourd'hui, les déplacements, c'est un enjeu majeur pour la population quand on est en petite couronne, c'est évident. Dernière question pour Florence. Vous avez un souhait à formuler pour la suite ? Alors un souhait, eh bien, accélérons la rénovation énergétique performante. Ça veut dire que les aides de MaPrimeRénov', il faut absolument les poursuivre sur 3-5 ans. On ne peut pas, nous, avoir mis en place tout l'accompagnement que l'on a fait au niveau des habitants pour qu'effectivement les 90% d'aide aux travaux se stoppent, qu'on parte vers des petits gestes où on sait grâce à l'étude Trémy que c'est une hérésie. Il faut isoler. Personne ne sort tout nu en hiver sans avoir des vêtements. Eh bien, on ne peut pas avoir chaud dans une maison si on ne fait pas les vêtements autour, les murs, le plafond. Donc c'est fondamental. Donc poursuivons cela. Bon, et puis François, dernière question. À quel défi vous aimeriez être confronté maintenant ? Vous avez connu énormément de choses, mais il y a toujours des nouveaux défis. Je suis si vieux que ça, moi ? Non. Non. Alors moi, si j'ai un défi qu'on va lancer au maire, je pense, on va voir sous quelle forme. Vous connaissez les AMI, les appels à manifestation d'intérêt. D'habitude, c'est le public qui lance des appels à manifestation d'intérêt en disant aux petits gars du privé, les gars, si vous avez des idées, vous nous les passez, puis si ça nous intéresse, on vous rappellera. Moi, je voudrais faire l'inverse. Avec le Club de l'innovation de l'habitat, je voudrais lancer un AMI auprès des élus en disant, messieurs les élus, dans 18 mois, il y a un nouveau mandat qui s'ouvre. Eh bien, il faudra utiliser ce mandat. Enfin, si vous voulez utiliser ce mandat pour requalifier votre ville, alors mettons en place nos actions de concertées à l'échelle de rénovation des îlots. Voilà mon souhait et mon projet. Bravo, bravo. Merci François Pellegrin, merci Florence Bresson, merci évidemment Lionel Benarous. Je remercie aussi la régie, Caroline, tout le monde et tous ceux qui sont ici, qui ont peut-être appris des choses. En tout cas, il y a Archinov qui est là. De toute façon, vous êtes beaucoup plus au courant que moi de l'importance que peut avoir l'architecture, qu'a toujours eu l'architecture, mais surtout en ce moment où on ne parle que d'économie au niveau de l'État et pas que au niveau de l'État. L'architecture et la nouvelle architecture, elle doit être préservée. Eh bien, j'espère qu'elle le sera le plus rapidement possible. Merci et bon salon. J'oubliais.